Bonjour à toutes et à tous, c'est dit, notre rendez-vous mensuel dans le cadre du Salon Autonome Access qui se tiendra fin novembre prochain. Aujourd'hui, dans cet énième numéro, on abordera des questions liées au transport, rupture du lien social, notamment en direction de la personne en situation de handicap. À tout de suite. En tout cas, on vous remercie grandement de nous avoir suivis depuis ces 2 derniers mois. Nous allons dans la perspective du Salon Autonome Access, toujours avec cette considération de la personne en situation de handicap. Et aujourd'hui, une thématique cumul, handicap et difficultés sociales, avec des thèmes qui seront développés comme la question du logement, le transport ou encore le lien social est-il en rupture, comme l'on dit. Nous verrons ces questions. Nous aurons également une invitée à vous présenter, Madame Julienne Sandra Cabrisso. Vous êtes parent, vous êtes parent, tutrice d'une personne en situation de handicap. Donc on va pouvoir parler de toutes ces questions. Mais tout de suite, nous allons regarder un petit micro-trottoir que nous avons réalisé. Nous avons demandé aux personnes rencontrées dans la rue, est-ce qu'elles pensent véritablement que ce lien social, il est effrité? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche son développement? On écoute ce florilège de réponses et puis on revient juste après. Non, il n'est pas difficile de créer des liens avec les personnes porteurs de handicap. Déjà, il faudrait peut-être que la personne soit en situation moi je vais dire, de demandeur. Et puis, bon, c'est une personne comme une autre, hein, qu'elle soit atteinte de handicap ou pas de handicap, c'est une personne comme une autre. Et si elle est dans un besoin ou nous, on a besoin, il n'y a aucun problème. C'est une personne à part entière, en fait. Au quotidien, s'ils n'ont pas d'aide, c'est difficile pour eux. Et moi, je pense qu'ils ont toujours besoin de quelqu'un à côté d'eux pour pouvoir les aider, pour pouvoir les conduire, les conseiller, les écouter aussi, les accompagner dans leurs difficultés qu'ils rencontrent tous les jours. Non, je ne pense pas que ce soit une difficulté pour eux. La plupart des gens sont ouverts, donc moi personnellement, je discute avec eux de par mon métier, donc c'est pas compliqué pour moi. Alors, je dirais que oui, c'est très difficile pour beaucoup de créer des liens sociaux parce que nous sommes dans un monde où on est stressé et on n'a pas la patience qu'il faut pour aider les autres, secourir les autres, compatir et souffrir bien souvent avec les autres. Et du coup, on a cette désinvolte, je dirais, hein, d'une certaine manière, de ne pas s'occuper, de se voiler la face, je dirais. Et il y a aussi ce manque de maturité au niveau de la difficulté des autres, de s'accepter comme on est, malgré nos différences. Et je trouve ça bien dommage. Ah oui, les personnes âgées, enfin surtout les personnes âgées qui sont isolées, qui vivent seules, c'est assez compliqué parce que surtout s'ils n'ont pas de moyens de déplacement, ils ne peuvent pas faire leurs courses, faire leurs affaires toutes seules. Il faut faire appel à quelqu'un d'autre, c'est compliqué je pense pour elles. Même les gens qui déjà ne sont pas handicapés, pour les personnes qui vivent seules et un peu âgées, c'est difficile. Donc l'insertion, c'est compliqué à mon avis. Voir les personnes handicapées où il faut vraiment de l'aide d'une manière permanente, c'est pas toujours facile. Il faut que ce soit franchement des professionnels qui interviennent au niveau ou alors que ce soit la famille n'est pas disponible, ou alors les voisins, c'est compliqué à mon avis. C'est-à-dire que déjà, ils ont déjà un manque, ils ont déjà quelque chose en moins. C'est-à-dire qu'un membre qui ne fonctionne pas, quel que soit le côté, mais ils ont déjà une difficulté de ce côté-là. Donc, ils ont besoin d'aide. Donc, ils sont déjà en difficulté, déjà à la base, dans le cœur physique et moralement. Ça peut être physique, ça peut être moralement. Donc, ils ont déjà un handicap. Ils démarrent déjà avec un handicap. Donc, c'est difficile pour eux. Les échanges entre personnes. Donc, le confinement n'arrange pas les choses. Parce qu'il faudrait, pour créer des liens, il faut avoir accès, il faut communiquer en fait. Il faut avoir des gens autour de soi, près de soi, et puis pouvoir échanger.
C'est le plus important à mon avis. Déjà, l'accessibilité aux différentes, aux immeubles, aux administrations, pour les administrations, tous les lieux de vie. Il faut qu'il y ait une accessibilité qui permette justement à la personne de ne pas se sentir rejetée et d'avancer comme tout le monde, quoi. Enfin, bon, je pense plus aux personnes handicapées, la facilité, par exemple, pour se garer, pour l'accessibilité des bus. Donc, je pense qu'il faudra que ça évolue plus dans cette direction-là pour que les gens puissent entrer plus facilement dans les lieux, même pour faire leurs papiers. Voilà. Les moyens de locomotion, quelquefois. Oui, surtout ça, pouvoir se déplacer, les moyens de locomotion, c'est un frein. Il aurait fallu déjà en premier lieu que la mentalité change et puis qu'on puisse regarder l'autre comme si c'est nous-mêmes en fait que nous regardions. Pas regarder l'autre avec son handicap, mais se dire c'est une personne comme tout d'autres et elle a ce droit, ce regard positif, je dirais, parce que souvent on a des regards négatifs qui ne sont vraiment pas les bienvenus, je dirais. Et puis ça n'a pas lieu d'être, il faut qu'on s'accepte comme nous sommes. Très bien, alors on a entendu ces réponses. Madame Cabrisseau, je disais tout à l'heure que vous êtes éducatrice spécialisée. Dans quel domaine vous travaillez avec la personne handicapée? En situation de C'est handicap, ça, hein? oui. L'éducatrice. D'accord. Voilà. Et lorsque l'on dit lien social, ça vous parle? Rupture du lien social, Ouais. c'est une réalité chez nous? C'est une réalité. En tout cas, en tant que tutrice de personnes en situation de handicap, quand on est tuteur, la personne qui a cette charge doit être en permanence. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de tutelle, mais la personne qui a cette charge est en permanence doit être en permanence à côté de la personne qui est dite en situation de handicap. Pourquoi? En général, hein, en fonction Quand vous du dites niveau. en permanence. En permanence, c'est-à-dire que, en tout cas, il y a plusieurs niveaux de tutelle, et quand c'est une tutelle totale, ça veut dire que la personne ne peut pas effectuer par elle-même ces démarches. D'accord. Que ce soit des Mais démarches. quand on dit lien social, pour vous? Alors, du coup, nous sommes dans une société où effectivement la question du statut est importante. Et le lien social, si vous voulez, il demeure quand on peut avoir accès à ses droits. Il y a toujours, on va dire qu'il y a toujours la famille, il y a les amis, c'est tout ça qui participe au lien social. Vous êtes en train de nous dire que lorsqu'on est une personne en situation de handicap, la famille vous lâche, vous n'avez plus personne? Non, c'est pas que la famille nous lâche, mais comme j'essaie de le dire, en fait, il est important, en tout cas, de pouvoir accompagner cette personne. Et bien souvent dans les familles, qui sont en général, ça arrive qu'il y ait beaucoup de familles où il y a des personnes qui sont vieillissantes. Je prends par exemple mon cas, effectivement, où j'ai la tutelle de ma sœur, justement parce que ma mère, elle est âgée maintenant. Et donc, on se retrouve, en tout cas, à porter, en tout cas, la responsabilité de pouvoir intégrer, en tout cas, faire vivre la personne au quotidien. Et d'après vous, je ne connais pas le handicap de votre sœur, mais qu'est-ce qui, au niveau de ses déplacements, au niveau de ses rapports à l'autre, est-ce qu'il y a des choses qui l'empêchent d'avoir tout ça? Alors, il y a effectivement tout type de handicap, et en ce qui me concerne, effectivement, il s'agit en tout cas d'une personne qui ne pourra pas défendre ses droits, qui ne pourra pas effectuer une demande, qui ne pourra pas... elle peut en tout cas se mettre en danger. Pourquoi? C'est dû à quoi? Par rapport à quoi? C'est une situation qui est... Non, mais par rapport à quoi? Est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas se présenter? Est-ce que c'est pas parce qu'elle ne connaît pas? C'est lié à la situation de handicap, en fait. C'est lié à la situation de handicap qui la limite justement dans le cadre de sa participation sociale. D'accord. Si on peut sortir du cas de cette personne de manière spécifique, de manière générale... les personnes en situation de handicap se déplacent. C'est-à-dire que quand on parle de personnes en situation de handicap, effectivement,
Oui, elles se déplacent. Comme je vous dis, il y a tout type de handicap. Il n'y a pas forcément que l'handicap physique ou voilà. Il y a des handicaps que l'on ne voit pas. Et parfois, c'est encore plus, je ne vais pas dire que c'est plus dangereux, mais le risque est encore plus important parce que ce sont justement des personnes qui ne peuvent pas exprimer, en tout cas, une demande pour satisfaire soit leurs besoins de base. Et qu'est-ce qui constitue un frein justement? Qu'est-ce qui empêche à la personne en situation de handicap? Peut-être que vous allez me dire que là encore, ça n'est pas possible, mais pourtant nous avons de nombreux cas de personnes en situation de handicap qui intègrent des entreprises, qui travaillent, qui peuvent même créer leur propre entreprise. Est-ce qu'on peut dire véritablement que ce public-là, il rencontre des difficultés qui sont dues à son statut, qui l'empêchent d'être dans ce qu'on appelle l'inclusion? Alors, je vais vous parler un petit peu d'un domaine que je connais, de par mon métier. Effectivement, prenons la question de la formation. C'est-à-dire que pour le citoyen lambda, en tout cas qui souhaite travailler, il part en formation, il va chercher un diplôme, une qualification pour pouvoir travailler. Alors, du coup, face à des personnes qui sont dites en situation de handicap, particulièrement des personnes... On dit DI couramment déficientes intellectuelles, par exemple, qui souhaitent partir en formation. Eh bien, c'est un vrai parcours du combattant. Pourquoi? Parce que bon nombre de centres de formation, ou peu importe les structures, ne sont pas accessibles. Les formations ne leur sont pas accessibles parce que une personne, un exemple, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas fermé. Une personne, ça peut arriver qu'une personne ne puisse pas suivre, ne puisse pas lire, par exemple, et ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas acquérir des connaissances. Donc voilà, les formations, si vous voulez, pas tous, beaucoup d'actions sont menées, sont portées maintenant pour pouvoir justement rendre accessible la question de la formation. Cependant, c'est quand on y est confronté qu'on se rend compte en fait que non, voilà, on n'y a pas pensé, on n'a pas pensé à la question. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Ça fait très longtemps, hein, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on disait déjà les mêmes choses. Qu'est-ce qui peut faire avancer la cause? En tout cas, sur la question de l'accessibilité, effectivement, je vous rejoins. À une certaine époque, comme vous dites, une vingtaine d'années de cela, quand la question de l'accessibilité s'est posée, effectivement, avec un cadre réglementaire derrière, les autorités avaient un délai pour se mettre aux normes, pour faciliter l'accès aux bâtis. Maintenant, l'accès à d'autres services, l'accès à un loisir, je ne dis pas que cela ne se fait pas, il y a énormément d'actions qui sont en place, sauf que ce n'est pas forcément aisé. Donc, effectivement, je pense que de par l'évolution du cadre réglementaire, la question du partenariat, je ne vais pas dire que c'est la solution, mais ça peut être, en tout cas, une possibilité de réponse pour justement permettre à ces personnes de vivre comme des citoyens. Ce sont des citoyens, hein, on va dire. Ce sont des citoyens, mais vivent pleinement, en tout cas, en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. D'accord. Qu'est-ce qui peut constituer un blocage, un barrage pour la personne en situation de handicap? D'après vous, c'est peut-être le logement, c'est les difficultés au niveau du logement? Est-ce que ce sont les transports qui ne sont pas adaptés? Qu'est-ce qui peut causer tout cela, une difficulté au niveau du lien social? Alors, c'est vrai qu'il y a un nouveau terme qui est apparu, on va dire, depuis quelques années. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà 10 ans, mais on parle d'inclusion. Et justement, quand on parle d'inclusion, c'est dans tous les actes de la vie quotidienne de la personne, que ce soit dans un parcours, j'ai envie de dire depuis la naissance de la personne, que ce soit dans un parcours scolaire, que ce soit dans un parcours professionnel, que la personne soit au travail ou pas, dans des loisirs, etc. Il est question que les personnes puissent accéder à ces prestations, à ces services. Or, c'est vrai que sur la question du barrage, c'est pas un élément, c'est une personne, c'est un tout qui a des desiderata, qui doit boire, qui doit manger, qui doit se mouvoir. Et donc, justement, le handicap montre, en tout cas, les limites de notre système à les intégrer, à pouvoir les intégrer.
Justement, mais nous avons des exemples là, peut-être de personnes en situation de handicap. Est-ce que la question du degré, peut-être, de la maladie doit avoir son importance, On comprend bien qu'il y a des personnes qui sont complètement dépendantes et puis qu'il y a des personnes qui peuvent et qui réclament cette autonomie, d'ailleurs, qui se battent pour ça. Il y en a même qui font du sport. Exactement, oui. D'où certaines structures, enfin je ne sais pas si pour ne pas les nommer handisport, etc. Oui, il y a des structures qui se donnent cet objectif-là, justement. Mais notre question, c'est surtout aujourd'hui, est-ce que vous sentez que la société elle-même, dans son fonctionnement, est-ce qu'elle favorise le fait qu'une personne en situation de handicap puisse se déplacer librement, rencontrer les personnes qu'elle le souhaitent, peut-être dans des organismes? Il y a pléthore d'associations en Martinique. Est-ce que tout ça fonctionne? Alors, j'ai envie de... C'est peut-être une déformation professionnelle, mais rien qu'en regardant la cartographie de l'évolution réglementaire, on doit se dire que effectivement, il faut en tout cas constamment venir réajuster pour qu'on puisse en tout cas répondre aux besoins de ces personnes. Et effectivement, depuis les années 75, on va dire, où les premières lois, en tout cas, ont été prononcées en faveur des personnes en situation de handicap, il y en a déjà eu une bonne... On va dire, je dis sans vraiment statistique, oui, heureusement, parce qu'effectivement, depuis la loi de 75, où il était question d'orienter les personnes, parce qu'il y avait ce vrai besoin, eh bien, on est aujourd'hui dans l'idée de maintenir les personnes chez elles et de leur proposer justement des prestations, de faire en sorte de développer une société qui soit une société plus inclusive, que les associations se tiennent la main au lieu d'être dos à dos, on va dire, pour pouvoir justement apporter des réponses dans tous les domaines, en tout cas dans autant de domaines que possible pour une personne en situation de handicap. D'après vous, quelles sont les principales difficultés? Je crois que le fonctionnement en collectif, je ne sais pas si je peux employer ce terme, mais le fonctionnement en partenariat n'est pas une chose aisée. C'est plutôt complexe de se dire, bon, on se met ensemble pour pouvoir répondre. De plus en plus, on y arrive. De plus en plus, on y arrive. Mais c'est pas aisé, c'était pas aisé, en tout cas à une certaine époque, de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins d'une personne en situation de handicap. Très bien. Est-ce que vous diriez, pour finir, qu'en Martinique, je ne sais même pas si on peut prendre une échelle jusqu'à 10 ou 5, est-ce qu'en Martinique, vu le déroulement des choses, de l'administration, un peu de tout ce qui se met en place, est-ce que vous avez le sentiment vraiment que le pays est en train d'aller vers ça, de favoriser le fait que la personne en situation de handicap puisse se mouvoir plus librement dans la société? De toute façon, oui, nous y allons. Mais la démarche est encore trop lente. La démarche est encore trop, on va dire, je n'ai pas envie de dire hésitante, mais il est important, en tout cas... Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Eh bien que, d'une certaine manière, en tout cas, que déjà, qu'il y ait une vraie communication entre certainement les dispositions qui sont, enfin les outils qui sont disponibles auprès des politiques, qui puissent pouvoir, en tout cas, développer véritablement des actions, pouvoir fédérer, je pense donner les moyens pour que les personnes puissent se fédérer ensemble. Est-ce que la balle n'est pas justement dans le camp des personnes qui structurent ces personnes en situation de handicap, y compris les associations, évidemment? Oui, comme je vous ai dit, en quelque sorte, les associations ont toujours existé, les structures sont... il y a pléthore de structures, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, sauf que c'est justement peut-être mettre des indicateurs, des éléments pour permettre justement que ces personnes travaillent véritablement ensemble. Pour qu'on puisse suivre en tout cas, et en tout cas mettre en perspective la question de parcours de la personne. D'accord, en tout cas, merci, on a bien noté. Et on va se retrouver dans un instant sur un autre plateau avec deux autres invités, toujours pour parler de cette question de l'inclusion. On fait une pause, on revient juste après.
Voilà, nous avons retrouvé notre deuxième plateau d'invités avec, on va vous présenter déjà Charlotte qui est là, je peux dire bonjour, hein, étudiante martiniquaise, jeune, et qui nous parlera un petit peu de ses projets. Elle est accompagnée de sa maman. Voilà. Voilà, très bien. Donc, comme quoi ça se passe en famille aussi. Et nous sommes toujours sur le thème cumul, handicap et difficultés sociales. Alors, on l'a vu hein, tout à l'heure, lorsqu'on parle d'inclusion, lorsqu'on parle de lien social, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de difficultés qui marquent les personnes concernées, notamment les personnes en situation de handicap. Une première question qui va s'adresser à Charlotte Julienot. Déjà, elle va se présenter, hein, nous dire. Je crois que tu es étudiante et c'est assez spécial parce que tu fais des études de langue en japonais. Oui, alors bonjour, moi c'est Charlotte Julienot et j'ai 20 ans. Et je suis depuis bientôt 3 ans l'ambassadrice de l'association J'imagine Japan, qui est une association qui permet aux jeunes Antillais de venir au Japon pour des stages, des formations ou bien dans le cadre d'études. Et l'association va les accompagner durant l'installation et tout du long les aider à accomplir leurs projets. Alors justement, on en parlait tout à l'heure en off. J'ai cru comprendre que derrière ce projet, il y a une association qui s'appelle J'imagine Japan et tu en es l'ambassadrice. Oui. Ça veut dire quoi? Tu incites les jeunes martiniquais à partir, c'est ça? Alors, disons plutôt que je fais la promotion de l'école et je les informe que si leurs intentions, ce sont des études dans un autre pays, dans un pays aussi différent que le Japon, par exemple, c'est possible d'y aller. Il y a la culture Oui. des mangas, par exemple. Oui. Hein? Et ça, il faut aimer d'abord. Quel lien? Pourquoi tu as fait ce choix? C'est venu des mangas, en fait. C'est venu à partir de là. La découverte du monde de l'animation japonaise, notamment Dragon Ball Z, hein, je pense que voilà. Et De Dragon Ball Z et faire des études, oui. c'est beaucoup. C'est extraordinaire. Alors, il y a ta mère peut-être qui nous dira un mot, hein, Madame Claudia Hannibal, vous allez prendre le micro. Et pour vous présenter, vous êtes assistante de direction hein, dans une entreprise qui est liée à la sécurité incendie. C'est votre fille et vous l'accompagnez dans ce projet, c'est ça? Eh bien oui, c'est son rêve et je tiens absolument faire tout pour qu'elle réalise son rêve. Ça fait des années qu'elle en rêve, depuis qu'elle est toute petite et c'est en plus les rêves qui permettent de se soutenir quand les moments sont difficiles. Et juste au moment où nous évoquons la question de l'effritement peut-être du lien social, c'est peut-être aussi une manière de dire que on peut faire autrement, on peut bouger, on peut faire autre chose, quoi. Ou qu'il y a d'autres sociétés. Est-ce que peut-être le Japon est plus ouvert que la France en matière concernant les personnes en situation de handicap? Je ne sais pas. Tu vas nous dire peut-être, Charlotte? Alors, je ne saurais pas dire si c'est plus ouvert, parce qu'un peu comme partout, c'est un sujet plus ou moins tabou. C'est simplement que, comparé à la France, dû à une population un peu plus vieillissante, l'accessibilité se voit beaucoup plus. Il y a énormément d'ascenseurs. Il y a les transports. Les choses sont beaucoup plus adaptées. On est dans un grand pays, c'est comme si on était à New York, par exemple, quoi. Par exemple, il y a quelque chose que... C'est dommage qu'on n'ait pas ça en France, et même ici, lorsque on est en situation de handicap et que l'on prend le métro, lorsqu'on commande le billet, il y a possibilité de signaler le fait qu'on a un handicap. Et un employé de la gare va déployer une rampe et va prévenir la station suivante qu'on arrive pour que l'employé puisse déployer l'autre rampe pour nous aider à sortir. D'accord. Il y a par exemple ce genre d'adaptation et le fait qu'il y ait beaucoup plus d'ascenseurs, c'est un énorme plus. C'est ça, ça veut dire que tu as grandi hein, avec ton handicap
Est-ce que ça, tu le ressens, qu'il manque quelque chose, ce ciment peut-être, qui pourrait faire que la personne en situation de handicap se retrouve traitée comme tout le monde, quoi? C'est une question assez compliquée parce que malheureusement, je trouve que le sujet de l'handicap est un peu trop tabou et que, en tant que personne en situation de handicap, je ne vais pas m'inclure dans ceux qui ont des handicaps plus lourds que le mien. Moi, il n'est que moteur. Je peux marcher, j'utilise de temps en temps un fauteuil pour me soulager. Mais il est vrai que, quel que soit le handicap, on manque cruellement d'accès. On manque cruellement d'accès, d'accompagnement, mais surtout de visibilité. Alors, accès à quoi? Accès aux soins, accès à quoi? Accès aux soins, aux aides et surtout à connaître ces aides. Parce que lorsqu'on cherche, c'est extrêmement compliqué. Les démarches sont longues, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de justificatifs. C'est un processus extrêmement long et fatigant, autant que pour la personne en situation de handicap que pour le parent. Et c'est extrêmement dur à gérer par moment. Claudia Hannibal, vous êtes la mère de Charlotte. Charlotte voulait ajouter quelque chose, on va peut-être revenir. Vous qui l'avez accompagné dans son parcours, comment ça a été dès les petites classes? Est-ce que vous avez souffert peut-être des difficultés qu'elle pourrait rencontrer? Alors, au niveau scolaire, j'avoue qu'on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance. Au primaire, elle a été accueillie par le directeur de son école d'une manière géniale. Il a tout mis en œuvre pour qu'elle puisse apprendre dans les meilleures conditions possibles. Bon, je ne parle pas des rapports avec les autres enfants. Bon, elle a connu quand même des difficultés, mais au niveau organisation, on a toujours eu beaucoup de chance. Au collège également, on a toujours fait en sorte pour la soutenir. Les professeurs ont toujours fait en sorte de la soutenir. Et au lycée aussi. C'était une bonne élève? Aussi, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de parents qui ont de grosses difficultés. Charlotte a toujours eu la chance d'avoir une AVSI, une auxiliaire de vie. Elle en a eu depuis le primaire jusqu'au lycée. C'est une très grande chance. Je sais que beaucoup de familles n'en ont pas. Et quand elle n'avait pas d'AVSI, à l'école primaire, le directeur avait mis à disposition d'elle ce qu'on appelle une tati, qui l'aidait à la récréation, etc. Donc, on a eu beaucoup de chance. On a fait ce choix à un moment donné, parce que Charlotte a eu quand même une scolarité chaotique, parce qu'elle a subi beaucoup d'opérations. Depuis l'âge de 7-8 ans, elle a dû, on en est à la combien? 5e, 4e, je ne sais plus, j'arrête pas de compter. Donc à chaque fois, les années scolaires étaient souvent chaotiques. Donc on a eu la chance d'avoir le soutien à chaque fois des professeurs et des directeurs. Et justement, dans le cadre du sujet que l'on évoque aujourd'hui, Madame Hannibal, est-ce que... quel regard vous jetez sur cette société? Est-ce que vous trouvez que c'est véritablement une société qui participe à l'inclusion de la personne en situation de handicap? Vous avez un exemple extraordinaire qui va peut-être à l'inverse de tout ce que l'on peut penser, puisque vous avez une fille en situation de handicap, mais qui envisage de partir très loin, seule. Alors, comme je vous l'ai dit, au niveau scolaire, je n'ai jamais eu à me plaindre. Mais en dehors de ce petit cocon de protection, ce n'est pas forcément facile pour elle. Comme elle vous l'a dit, il y a toutes les démarches administratives, toutes les aides. Il y a très peu d'informations sur ces aides. Il faut se renseigner soi-même. Ensuite, les obtenir sont extrêmement longues. La plupart des aides, j'ai abandonné. Et si elle est au courant, c'est qu'à maintenant, à son âge, elle doit faire les démarches toute seule. Ce n'est pas, ne serait-ce que même aller dans un magasin et ne pas pouvoir rentrer dedans parce qu'elle est en fauteuil. Il y a beaucoup de magasins à Fort-de-France. Les trottoirs. Alors là, aller simplement à Fort-de-France en fauteuil, c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant. Donc, c'est vrai que les transports, aujourd'hui, la chose est un peu améliorée. J'avoue que on n'a jamais tenté l'expérience.
mais où il y a des magasins qui ont un étage avec un ascenseur qui est en panne la plupart du temps. Et puis même, on a eu dernièrement une expérience où elle devait faire sa journée, comment on appelle ça? Ta journée? La journée d'appel. La journée d'appel. Donc je m'étais dit, elle était bloquée suite à une opération au corps, donc elle était en fauteuil, elle ne pouvait pas du tout marcher. Mais je lui dis, une journée d'appel, c'est rien, c'est une demi-journée à regarder des films, tu devrais pouvoir le faire. Hein, il faut s'intégrer, il faut être comme tout le monde. Oui. Eh ben non, on lui a dit que c'est pas possible, que c'est au 4e étage et qu'il n'y a aucun moyen qu'elle la fasse. Ah, d'accord. On lui a demandé de se faire exempter. Ah. Et ça, c'était un autre parcours du combattant, hein, parce qu'il a fallu... les justificatifs ne suffisaient pas, il a fallu faire Pourquoi tu voulais faire la journée d'appel, Charlotte? C'était pour s'intégrer plus ou moins, mais voilà, ça s'est avéré plus compliqué que prévu parce que, comme ma mère l'a dit, on m'a recalée suite au manque d'accès parce qu'en fait, 2 jours avant, j'ai envoyé un mail, comme il était conseillé de le faire sur le papier qu'on reçoit, si on est en situation de handicap. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur une personne adorable qui m'a répondu et a essayé de m'expliquer gentiment que, voilà, étant donné ma situation et l'accessibilité du bâtiment, c'était impossible pour moi de faire ma journée d'appel. Ça se passe toujours dans les vieux bâtiments Oui. de Dezé, c'est ça? Oui. C'est à Gondo? Ah, Dezé? Gondo. C'est à Gondo, d'accord. Ah ouais. Et donc du coup, on m'a dit que c'était impossible de le faire. On m'a dit d'envoyer un justificatif d'invalidité, mais étant donné que je ne suis pas assez invalide, parce que l'invalidité, c'est quelque chose de compliqué. Lorsqu'on est en situation de handicap, il y a un pourcentage qui définit notre capacité ou pas à faire certaines choses. Un pourcentage qui, selon moi, n'a pas toujours de sens, parce que l'handicap dépend d'énormément de personnes, de l'amélioration, du suivi, enfin, ça c'est une autre histoire, mais ça ne suffisait pas. Et ce n'est pas à l'organisme que j'en veux, c'est juste que l'adaptation, comme elle aurait dû être faite depuis longtemps, n'a pas été faite. Et du coup, j'ai dû me justifier sur plein de points, demander un certificat attestant à mon médecin généraliste, attestant que je suis toujours en situation de handicap et que c'est impossible pour moi de faire cette journée d'appel, jusqu'à ce que je reçoive une réponse, jusqu'à ce qu'on me dise on va vous envoyer la dispense. Tu es en train de nous dire là, avec les détails à l'appui, que vivre une situation de personne handicapée dans ce pays-là, c'est quelque chose de très compliqué? Malheureusement, oui. L'accessibilité n'est pas du tout mis en avant. Et l'handicap même n'est pas mis en avant. Je ne parle pas des personnes en fauteuil roulant ou autres, qu'on voit très souvent à la télé. On ne voit même que ça. Et pourtant, 80% des handicaps sont invisibles. On n'est pas mis en avant et des fois, on peut être méprisé parce que voilà, ça ne se voit pas. Mais vu que c'est ce regard qu'on donne à la société, les gens ne se doutent pas forcément, s'ils ne connaissent pas le milieu, s'ils ne touchent pas à ça de quelque manière que ce soit, ils ne se rendent pas compte qu'on est beaucoup plus qu'ils l'imaginent et dans des situations bien différentes. Alors j'essaye un peu de comprendre et je me pose intérieurement cette question. Est-ce que l'on ne devrait pas s'en remettre un petit peu aux personnes mêmes qui vivent cette réalité, puisqu'elles seules connaissent véritablement leur réalité? Et est-ce qu'il y a des structures qui vous permettent de vous rencontrer, de trouver les moyens de faire, d'exiger que vos droits soient respectés, etc. Je ne sais pas si ça existe, tout ça. Alors, les moyens de se rencontrer, il y a par exemple des associations comme les associations handisport, le salon Handivalide qui nous permet de mettre en lumière l'handicap et de se rencontrer. Mais en dehors de ça, malheureusement, c'est encore pour moi une question de visibilité. Parce que lorsqu'on parle d'handicap, malheureusement, le plus souvent, les seules fois où on va entendre parler d'handicap, c'est le jour de la journée.
Et à aucun moment, on va mettre en lumière d'autres handicaps, d'autres pathologies, d'autres parcours. Et ça va souvent être le même schéma. Une personne soit atteinte de trisomie, soit en fauteuil roulant, qui ne peut pas du tout marcher. Il y a tellement de choses différentes que c'est impossible de tout montrer. Mais on ne veut pas montrer qu'on est capable aussi de faire des choses. Et quand, justement, on ne veut pas montrer qu'on est capable de faire... C'est symptomatique, peut-être, ce que tu es en train de dire. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Mais pour moi, je ne sais pas si c'est une peur simplement parce qu'on voit qu'on n'est pas inclus. On voit qu'on n'est pas inclus. On voit les démarches qui sont longues, on voit le regard des gens, la manière de penser, la représentation médiatique qui n'est pas ce qu'elle devrait être. On parle trop peu des différentes pathologies et de ce que ça implique derrière. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a pourtant des personnes en situation de handicap qui rejoignent des entreprises, où Monsieur Tout-le-Monde évolue. Et est-ce que ces personnes se font discrètes? Comment ça se passe alors, finalement? Alors, je ne saurais pas trop quoi vous dire parce que je ne suis pas encore dans le monde du travail, donc je ne peux pas me permettre de parler. Mais de ce que je sais, au niveau de l'embauche, l'handicap est la première discrimination en France. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais moi j'ai toujours eu du mal à me voir dans le monde du travail, dans une société, on va dire, commune, dans le sens où j'ai vu et lu énormément de témoignages qui disaient qu'une personne en situation de handicap avait été refusée, mais uniquement à cause de son handicap. Elle avait toutes les capacités, mais du fait de son handicap et de l'entreprise qui ne veut pas s'adapter, qui refuse de s'adapter, c'était impossible. Il y a aussi le fait que, malheureusement, on n'est pas mis en avant sur ce plan-là. Et on est mis en avant d'une manière que je dirais assez malsaine, parce qu'il y a un quota dans les entreprises de personnes en situation de handicap. Mais ça ne devrait même pas avoir existé. Si on parle d'inclusion, il ne devrait pas y avoir de notion de quota. Et ce quota permet d'éviter de payer certaines taxes. Donc ils sont obligés, ce n'est pas une action... Et à l'inverse, ces mêmes taxes que l'on paye permettent d'alimenter les associations qui s'occupent de personnes en situation de handicap. J'ai l'impression que ce n'est pas fait, entre guillemets, de bon cœur. Ce n'est pas quelque chose pour aller vers nous, c'est quelque chose un acte pour s'aider soi-même, pas pour l'inclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous l'écoutez comme ça, prenez votre micro. La grosse majorité des sociétés préfèrent payer la taxe et ne pas embaucher de personnes handicapées. La grosse majorité des sociétés. J'ai toujours travaillé dans des sociétés où il n'y avait aucune accessibilité. En fait, il y a des lois. Les lois, toutes les lois sont prévues. Les lois sont plus ou moins bien faites. Mais on refuse de les appliquer, tout simplement. C'est-à-dire qu'on donne à chaque fois, on donne un délai, on donne... on préfère payer l'amende. On préfère payer l'amende. On a acquis un tel retard au niveau de l'accessibilité en France, en Martinique, mais en France, je ne parle pas... C'est un retard qui est considérable. Il y a des endroits, il y a quand même la majorité des boutiques, par exemple, sur la ville de Fort-de-France, qui sont totalement inaccessibles en fauteuil. Mais vraiment totalement. Ou alors, même si on peut rentrer dans la boutique, le rayonnage est fait, ou déjà, moi-même, j'ai du mal à circuler, vu ma circonférence. Alors, j'imagine même pas quand on est en fauteuil. L'accessibilité est difficile. La dernière fois qu'on a des difficultés, c'était pour faire à la mairie de notre ville, où il y a 2 marches pour accéder au service pour récupérer sa carte d'identité. Et il n'y avait pas moyen, donc ils ont fait venir 2 personnes pour la soulever, elle et son fauteuil, pour monter les 2 marches. C'est pas normal. Par exemple, elle veut aller à la piscine, il y a tout cela. Il y a les sports de détente. Ça commence à la mairie pour faire ses papiers. D'accord. Il n'y a pas, en plus,
dans un sens où elle dit qu'on manque de visibilité. C'est-à-dire que les gens ne s'imaginent même pas le nombre de personnes handicapées qui restent chez eux. Parce qu'ils ne peuvent pas simplement aller sur la plage. Parce qu'il n'y a pas de rampe. Toutes les plages ne sont pas équipées, par exemple, de chemins en béton pour arriver jusqu'à la mer. C'est ça. C'est quelque chose de tout simple, c'est des choses bêtes, c'est des choses simples, une rampe. À moins pour la personne concernée d'avoir de l'argent, d'être assez bien doté financièrement, se permettre d'avoir le véhicule équipé qu'il faut et le matériel qui va avec. Et, tout le monde n'est pas dans cette situation. Et surtout que souvent, l'handicap va de même avec une certaine précarité. Donc la grosse majorité n'ont pas non plus les moyens. Mais il y a beaucoup de choses simples qui ne sont pas faites. L'accessibilité aux plages, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Parce que même pour aller au cinéma, hein, je ne sais pas si... Alors par contre, Madiana s'est mis aux Madiana, normes. oui, ça va. Elle a un service au top au niveau de l'accessibilité. D'accord. Oui, on peut leur donner un satisfait, on va dire. Hein. Oui. Très bien. Mais c'est un travail qu'ils ont fait. Hein, c'est un gros travail qu'ils ont fait volontairement et qu'ils ont fait dans toutes les normes possibles. Et si on parlait de logement, par exemple, aujourd'hui, on voit que les logements ont des normes qui leur sont imposées maintenant pour tenir compte de la personne en situation de handicap physique. Parce que là, lorsqu'on parle de handicap, et je suis d'accord avec ce que disait Charlotte, il y a plusieurs formes de handicap. Mm-hmm. Mais ne serait-ce qu'au plan physique, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais ça, c'est naissant. C'est tout à fait récent. On oblige à peine maintenant à faire, par exemple, des douches italiennes dans les futurs bâtiments. C'est que maintenant que ça va être obligatoire sur du neuf. C'est quelque chose qui normalement devait être acté depuis des années. C'est-à-dire est-ce que vous avez le sentiment que la société elle est en train d'aller vers cette forme d'inclusion tant décriée? Ou peut-être Charlotte, un point de vue? Non, franchement, je ne saurais pas trop quoi dire. Mais les logements, pour moi, c'est plus compliqué parce que, comme je le disais, on n'a pas assez de visibilité. Et aujourd'hui, je sais que environ 50% des logements qui étaient adaptés à la base ne le seront plus parce que l'État estime qu'il n'y a pas assez d'handicapés pour remplir ces logements. Or, ces logements, on n'en entend pas parler en fait. Il faut vraiment chercher pour le vouloir, mais vraiment chercher, appeler, demander, parce que sinon c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à chercher. C'est un peu tout ça qui te contraint aujourd'hui à te faire ce projet de départ sur le Japon. Un petit peu, et j'aimerais aussi par la suite montrer que, voilà, malgré un handicap, si on arrive à avoir assez de visibilité, à faire comprendre aux gens que, voilà, même si on ne nous voit pas, et qu'on est sur une place handicapée, c'est qu'on est légitime. Une fois qu'on a une carte, on est légitime. Par exemple, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en situation de handicap, notamment comme le mien, invisible, qui ne se voit pas. On a tendance à avoir peur d'utiliser, par exemple, notre carte de stationnement, qui nous permet d'arriver aux caisses et de passer devant les gens. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime. Ça nous gêne. On se dit qu'on n'est pas légitime alors que si. Et même les caisses qui sont faites pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou les femmes enceintes, tout le monde y va. Il n'y a pas besoin de montrer de justificatif, tout le monde y va. Et on se retrouve bloqué. Et moi, sincèrement, quand je vais faire les courses, j'ai peur parce que je n'aime pas la foule et je n'aime pas non plus m'afficher. Je n'ai pas honte de mon handicap, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Mais j'ai toujours cette peur, ce regard des gens, de comment on va me regarder. Parce que souvent, on ne s'imagine pas que l'handicap ne se voit pas. Et c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé d'avoir des regards de travers sous prétexte que ma mère se mettait sur une place handicapée quand on me voit sortir debout. Voilà, c'est ce genre de choses. En tout cas, on pourrait en parler pendant très longtemps. Ça a été très, très, très enrichissant, on va dire, cet échange. Merci énormément. En tout cas, j'en ai personnellement, j'en ai beaucoup appris.
Merci énormément, Charlotte. On se rend bien compte qu'elle est véritablement impliquée et je suis sûr qu'elle fera une grande dame dans les années. En tout cas, c'est certainement une jeune Martiniquaise à suivre. Merci. J'en suis persuadée. Merci, Madame Hannibal. Et on vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis jusque-là. On se donne rendez-vous prochainement, dans à peu près un mois, pour le dernier numéro. En attendant le salon Autonome Access. À bientôt.